Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Cette semaine, suite et fin de l'épisode tourné chez AG2R La Mondiale. La semaine dernière, Christophe et Sébastien s'apprêtaient à nous dire en quoi leur train agit est si particulier. Bonne écoute. Ouais, on a une croyance forte qui s'appuie sur un système de binomage, c'est-à-dire qu'on travaille tous les deux ensemble et on constitue un binôme qui adresse à un niveau portfolio safe dans une chaîne de valeur. Et à l'intérieur de ce binôme, on a chacun des rôles et responsabilités et on est en alignement permanent pour faire fonctionner ce binôme au sein de ce collectif et remplir ce rôle. C'est une croyance qui repose sur plusieurs choses, je pense, collective en tout cas. Si je parle pour ma part, il y a au moins deux éléments. Le premier, c'est que avant de rentrer dans ces systèmes-là, j'ai profité d'une multitude de règles et deux ou trois fois j'ai été saisi par le fait que l'agilité à l'échelle fonctionnait à partir du moment où il y avait une entente, une fusion, c'est des mots que j'ai entendus, qui étaient réalisés entre les compétences informatiques et les compétences métiers. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Et pour le coup, ça instaure le concept de binôme. L'autre point, c'est que j'ai, à titre perso, je me suis pas mal intéressé à l'adéquation entre l'agilité à l'échelle et les modes de fonctionnement de véhicules type start-up pour comprendre d'où ça venait et comment ça s'était construit. Et dans quel contexte parce que et dans quel contexte? C'est un contexte US, Silicon Valley, exactement. Culture du business complètement différente. Et donc là, à un moment donné, on fait l'association entre différentes compétences qu'on n'a pas naturellement dans nos grands groupes parce qu'on était élevés différemment et formés différemment. Et donc la nécessité de construire quelque chose qui est complémentaire. Voilà. Et ce concept de binôme est né tout au début du train. Et c'est quelque chose sur lequel on a travaillé avec Sébastien pour pouvoir le mettre en œuvre. Alors on s'est fait accompagner pour justement que le binôme puisse être un binôme en vérité. Donc on a défini finalement une sorte de principe de fonctionnement entre nous deux. Et on a aussi mis en place une fréquence de rencontres. C'est-à-dire que Christophe et moi, même si on avait l'occasion de se voir régulièrement, on s'isolait 3 fois par semaine, une demi-heure, pour justement, à fréquence très régulière, échanger, partager, exprimer nos frustrations de la dernière réunion sur laquelle moi je considérais qu'un tel métier avait eu peut-être une vision un peu particulière de ce qu'on essaye de faire. Donc finalement, le fait de pouvoir en parler, régulièrement se voir, ça a été un élément qui a vraiment constitué ce binôme. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, je pense que dans la maison AG2R La Mondiale, pour tous ceux qui ont l'occasion de nous côtoyer, ils se disent, quand j'en vois un, je vois les deux, quoi. Non, mais et c'est vraiment important parce qu'en fait, ça nous a permis également à l'un et l'autre d'avoir une totale légitimité dans finalement l'univers de l'autre. Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que Christophe est totalement légitime et j'ai aucune difficulté à faire en sorte que Christophe puisse être présent dans des instances ou dans des réunions qui sont peut-être historiquement très informatiques. Mutuellement, quoi. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que Christophe me permet d'être dans des réunions de discussion, d'échange avec les métiers. En fait, je ne deviens pas, entre guillemets, l'autre. On est ensemble. Tout à fait. Et donc cette perception de binôme est importante parce qu'en fait, elle se constitue, mais elle représente quelque chose. Et c'est vrai que pour mener cette transformation du train, notre force à tous les deux, notre volonté, notre dynamisme sur cette volonté de mettre l'agilité à l'échelle, elle est importante parce qu'en fait, je pense qu'on sert aussi je ne sais pas si on est de catalyseur ou de moteur, mais je pense qu'on apporte quelque chose à l'ensemble des acteurs. Mais votre réunion cérémonie, que j'appellerais en rigolant la réunion MMA, je vais expliquer pourquoi après, c'est ultra intéressant parce que en fait, c'est pas une réunion hard sync ou une réunion sync qui existe dans le cadre du framework. C'est vous qui vous êtes dit, c'est pertinent
Et aussi pour lever un lièvre, non, l'agilité, c'est pas toujours le monde de bisounours, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Et en fait, vous utilisez cette réunion, donc comme tu l'as dit Sébastien, en disant tiens, tel métier a dit quelque chose, etc. Mais c'est aussi vous, parfois, vous pouvez ne pas être aligné, c'est normal. Et c'est justement l'occasion de créer du consensus, ou alors de se dire on fait fausse route. Et c'est une réunion qui sert à ça. On l'a vu notamment quand il y a eu les périodes de confinement et qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir pendant un petit moment. En fait, on a laissé plus de tension vivre, être présente entre nous que de volonté d'avancer ensemble. Et depuis que les règles nous ont permis de plus nous rencontrer, de partager des cafés, de discuter, d'être vraiment en relation directe, on le voit, on est à la fois en soutien mutuel et déjà entre nous, on est beaucoup plus en vérité. Et c'est assez important parce que finalement, ce binôme a besoin de cela. Oui, il y a réellement deux pans en fait dans cette réunion. D'une part, ça nous a permis de construire le binôme et ça nous permet de le faire progresser. C'est-à-dire que... Oui, parce que c'est entre vous, il n'y a pas de traces. Voilà, exactement. Et puis on ne s'est pas dit simplement qu'il fallait qu'on se mette en situation de travailler ensemble. Derrière tout ça, il y a une histoire de bonhomme et de tripe. Hein. Et c'est un mot qu'on utilise assez régulièrement. C'est-à-dire que pour construire ce binôme-là, on se dévoile l'un à l'autre, on prend des risques l'un envers l'autre, et on se protège mutuellement de façon à pouvoir fonctionner. Et c'est un travail qui est un travail permanent au sein de ce binôme-là. Et puis c'est aussi un endroit où on s'aligne, c'est-à-dire que quand on ressort de ce point-là, quel que soit... la réunion où vous allez de votre côté, chacun de votre côté... Nous avons le même discours. Ouais, vous savez que le discours... Et le principe de l'alignement, en fait, c'est quelque chose qu'on porte sur l'ensemble du fonctionnement du train et sur lequel on travaille beaucoup parce qu'on trouve qu'on perd encore beaucoup de temps à travailler, à amoindrir des désalignements qui apparaissent à droite à gauche, qui font que on se préoccupe de quelque chose qui est sans valeur pour celui pour qui on doit produire quelque chose. Comme le désalignement est très rapide, le réalignement est nécessaire. C'est pour ça que finalement, ces séances de réalignement tous les deux, il n'y a pas de raison qu'on l'arrête parce que c'est nécessaire. Ok. Non, franchement, super conseil. Je pense que je vais l'appliquer assez rapidement. Maintenant, je vais bifurquer plutôt sur les collaborateurs qui font vivre le train, donc tous vos cheminots. Alors, c'est une question que je voulais vous poser, parce qui peut arriver souvent. Je la remets dans le contexte. Souvent, on n'a pas conscience que l'agilité, c'est exigeant et c'est épuisant, plus qu'un cycle en V, parce que le rythme est plus soutenu. C'est encore plus vrai à l'échelle. Est-ce que vous avez une stratégie de dire, de temps en temps, on va exfiltrer quelqu'un du train pendant un certain temps, donc un certain PI ou un certain nombre de PI, ou pas? Ou est-ce que vous avez des collaborateurs qui sont venus vous dire je voudrais bien quitter le train pour 1 ou 2 stations et revenir quand je me serais un peu reposé l'esprit? Alors j'ai envie de dire, si aujourd'hui je devais exfiltrer quelqu'un, il le prendrait plutôt comme une punition. D'accord. Alors je ne peux pas en être certain, mais je pense qu'aujourd'hui quand même, globalement, on a beaucoup plus de collaborateurs, voire même une quasi-totalité de collaborateurs qui sont plutôt contents d'aller dans le train. Ouais. On le voit aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des rôtis, différentes séquences. On a quand même les rôtis, c'est un return on investment on time. Voilà. Donc on demande globalement, instantanément à un collaborateur en sortie d'une instance, d'une réunion, d'un atelier, finalement comment il se sent, est-ce qu'il a perdu son temps, est-ce qu'il est content. Et globalement, on a plutôt des notes, des bons retours. On n'impose à personne de rester dans le train. Mais globalement, on n'a pas beaucoup de personnes qui ont demandé à quitter le train. Bien sûr, il y a des personnes qui ont souhaité changer pour des raisons personnelles, mais actuellement, je pense qu'on peut dire... Qui n'est pas lié à l'exigence de l'agilité à l'échelle. Ce qui est sûr, c'est que l'agilité à l'échelle, comme le train, c'est un régime continu. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus de boss, il n'y a plus de creux. Et c'est vrai que les creux dans des anciennes méthodes permettaient aussi de souffler pendant une semaine, 2 semaines, voire 1 mois. C'est vrai que là, on est dans un objectif de régime continu. Je dis ça parce que ce fameux PI qui est dédié
à justement un peu plus l'introspection, voir comment on pourra mieux travailler, il est rarement fait. Donc c'est vrai que les rythmes sont toujours là, quoi. En démultipliant le nombre de livraisons par an, qui était souhaité, Mm. attendu par les métiers, finalement, on met une forme de stress un petit peu permanent au niveau des ressources. Mais il y a aussi le plaisir de livrer, il y a aussi le plaisir d'apporter de la valeur, qui vient aussi enrichir finalement le quotidien des collaborateurs. Ouais, en fait, leur travail est complètement différent. Avant, c'était un petit bout Voilà. de la valeur, et là, finalement, vous les faites travailler sur l'ensemble de la valeur. Donc, Il y a le sens donné à chaque individu est beaucoup plus important. Aujourd'hui, tout à l'heure, Christophe, en introduction, tu parlais de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, je pense que les collaborateurs commencent à toucher du doigt ce qu'est la chaîne de valeur de l'épargne patrimoniale. Et finalement, ils prennent plus conscience qu'ils sont tous, finalement, contributeurs de quelque chose de beaucoup plus grand, et que c'est ce plus grand qui est en train d'apporter à l'entreprise. mais il reste palpable pour eux. C'est pas je travaille sur un obscur rouage d'une roue qui est dans un mécanisme Voilà. qui fait potentiellement avancer une grosse machine. Là, en fait, tout est éteint, en fait. Oui, puis on a un concept de durabilité dans notre mode de fonctionnement et dans notre agilité à l'échelle. C'est-à-dire que l'objectif collectif qu'on a, c'est pas d'accélérer et de courir un sprint ou 3 sprints d'affilée, mais c'est bien d'avoir une multitude de sprints qui s'inscrivent dans des incréments qui sont acceptables, durablement acceptables et gérables dans le delivery que nous avons et dans notre capacité à le faire. Donc ça, finalement, c'est plus au sein de chaque squad où de chaque équipe que c'est géré. Même si ça a été une des préoccupations majeures que nous avons eues il y a 2 ans quand on est rentré dans le sujet, parce que c'était rentrer dans SAFe et l'agilité à l'échelle, c'était synonyme de ce risque majeur que d'essoufflement des équipes, quoi. des équipes. Mais on écoute aussi les collaborateurs ou une équipe. Quand l'équipe dit que sur telle période, leur capacité à produire, elle est limitée à X, on ne va pas leur demander de fabriquer 2 fois X. Donc, on a un travail, nous également, avec les métiers, pour essayer de faire en sorte que les métiers acceptent le principe qu'on va être capable de produire que X. Donc, l'inconfort dans lequel on pourrait mettre les collaborateurs est entendu pour éviter qu'il n'arrive. Donc, c'est aussi ça. C'est aujourd'hui, peut-être que le rythme, il est soutenu, et on souhaite que le rythme soit soutenu dans la durée, mais tout en gardant quand même... réalisable. Oui, il faut que ça reste réalisable. Parce qu'on n'a aucun intérêt de se mettre en surchauffe sur une période. Ça n'apportera pas ce qu'on souhaite. Et ça, côté métier, c'était toi, Christophe, qui me disait justement, vis-à-vis des métiers, tu as eu un gros travail d'éducation comment fonctionne l'agilité, ça veut dire quoi, c'est quoi le plan de delivery, etc. Oui, en fait, on porte... la conviction qu'on a, c'est effectivement que l'agilité à l'échelle ne possède un sens qu'à partir du moment où ça sert un métier et un client. Donc le meilleur moyen de servir un métier et un client, c'est d'avoir un métier et un client qui challenge cette agilité à l'échelle, et donc qui se met en situation d'avoir des exigences vis-à-vis de ce mode de fonctionnement d'une part, mais aussi qui se met dans une situation où il est capable de produire lui de façon différente pour permettre l'accélération et donc assurer une capacité à nourrir ce véhicule de delivery de façon continue et durable. Et donc, plus que de considérer que c'est simplement un changement qui touche que notre mode de fabrication, on considère que ça change l'ensemble de l'intervention sur cette chaîne de valeur, et donc qu'il faut réfléchir différemment. Et du coup, une petite question par rapport à ces métiers, parce que évidemment ils ont une autre vie à côté, ils participent à SAFe. Comment ça a été vécu, et comment aujourd'hui tu es arrivé à un fonctionnement qui a l'air plutôt optimum, où ils comprennent en partie, j'imagine, qu'ils ont leur to-do classique de leur métier opérationnel en tant que métier, et aussi participer et devoir délivrer aussi pour l'équipe, les équipes qui composent le train. Alors, c'est aussi un sujet sur lequel on a produit un accompagnement qui est un accompagnement qui est sorti de la formation, c'est-à-dire que au sens RH du terme, c'est-à-dire que c'est aussi un accompagnement qu'on met en place au sein du train et dans les différentes instances
pour que collectivement on fasse en sorte que les BO, les business owners, comprennent bien leur rôle et possèdent bien les outils pour pouvoir le remplir, le vivre. C'est aussi les solliciter, notamment en Inspect and Adapt, pour comprendre le retour qu'ils en font, la façon dont ils vivent le sujet, et se mettre en situation de les accompagner et les aider à aller plus loin. Donc j'évoque les BO, mais c'est, oui, non, mais c'est vrai pour tout, c'est vrai pour les épiconneurs qui ont aussi d'autres métiers, etc. etc. Et le tout cadencé dans nos cérémonies de train en agilité à l'échelle, qui fait qu'on a des objectifs précis auxquels on essaye de répondre, et donc faire en sorte qu'on les sollicite qu'au juste moment pour produire ce que nous avons à produire à ce moment-là. Mais là aussi, c'est un travail de transformation qu'on a sur ces métiers comme on les a sur les autres au sein du train. C'est-à-dire que le seul point, c'est que c'est pas juste une transformation de la fabrication, c'est aussi une transformation du mode de fonctionnement de métier et donc un accompagnement à mettre en place. Comment tu penses un produit avant de comment tu le fabriques, quoi. Oui. Ok. Alors j'ai une question. À tous les deux, du coup, j'aurai 2 réponses cette semaine. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée sur votre train ou sur comment est arrivée l'agilité chez AG2R Mondial? Donc une question que je ne vous aurais pas posée, mais à laquelle vous auriez aimé répondre. Alors, je peux peut-être commencer. Vas-y, commence, Christophe. Ne me dites pas que c'est la même question parce que vous êtes alignés. Non, parce qu'on ne s'est pas aligné sur ce coup-là. Moi, il y a un élément qui me tient à cœur en fait dans la convergence vers ce mindset agile, parce que on parle bien pas de méthode ici. Hein, il faut pas se tromper. C'est qu'est-ce qui, à titre individuel et collectif, fait que on y vient naturellement. Ma réponse, c'est la capacité à s'indigner. À partir du moment où individuellement et collectivement, on est capable, dans son mode de fonctionnement du quotidien, de s'indigner par rapport à ce qu'on rencontre, alors on a envie de converger vers un mindset agile pour pouvoir être plus efficace, plus au service du client, ne faire que des choses qui produisent de la valeur, et puis pour l'illustrer, ne pas être dans un comité quel qu'il soit qui dure 2 heures, qui n'a d'autre titre que comité, parce qu'il ne décide pas forcément, à parler de choses qu'on connaît déjà, sans valeur à titre individuel ou collectif. Et si je me transpose, allez, je suis un indigné, dans ton cadre, je suis un indigné, mais potentiellement mon rôle dans l'organisation est trop bas. Est-ce que tu penses que je peux faire quelque chose pour dire, tiens, on passe à l'agilité, comment je pousse Oui, et surtout, c'est-à-dire qu'en fait... je suis convaincu, pour moi, la capacité à converger vers un mindset agile, elle ne vient pas que de la hiérarchie. Elle peut venir, elle doit venir. C'est d'ailleurs plus rare, mais c'est mieux si elle vient des deux côtés. Souvent d'ailleurs, peut-être elle vient mal de cet aspect-là. Mais c'est effectivement le plus souvent là où il y a une forte volonté de transformation et une forte accélération, c'est quand au niveau collaborateur, on arrive à se dire que je ne veux plus travailler comme ça parce que ce que je fais aujourd'hui ne sert à rien. Clairement. Puis je pense que c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Alors je le dis avec beaucoup de conviction parce que je suis sûr qu'il y a 20 ans, j'aurais été incapable de dire ça. Ouais. Merci. Belle question, belle réponse. Moi, la question que j'aurais aimé que tu me poses, ça a été à mon niveau, en tant que manager, est-ce que je suis capable d'identifier les soft skills qui permettent à des collaborateurs de se sentir plus à l'aise à cette transformation vers l'agilité? On a parlé un petit peu de formation, on a parlé d'acculturation, on a parlé de se retrouver en situation. Mais finalement, j'ai un peu parlé aussi de posture. Mais quels sont les différents soft skills qui permettent justement de toucher, d'être plus à l'aise dans ces métiers de demain? L'agilité, je pense que c'est quand même un univers dans les métiers de demain. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, je ne veux pas forcément avoir la même approche que Christophe par rapport à la question que tu as posée. Mais aujourd'hui, je pense que voilà, dans les soft skills, moi personnellement, j'ai besoin d'avoir du sens. Tu évoquais un petit peu le côté être un peu rebelle.
c'est aussi comment accepter de travailler dans cet univers qui est un univers de changement. Aujourd'hui, l'agilité, on ne le dit peut-être pas assez, mais c'est aussi accepter de travailler dans un univers de changement. Et le changement, il faut l'accueillir. Ouais. C'est le changement permanent. Donc, quel soft skill il faut avoir, quelle posture il faut avoir pour être en accueil du changement, alors que le naturel, jusqu'à présent, était plutôt en « je refuse le changement parce que le changement va m'apporter un inconfort ». Ou alors, il faut que ça change, mais pas moi. Voilà, voilà. Donc c'est l'autre qui change. Exactement. Donc aujourd'hui, voilà. Donc par rapport à ça, moi, l'un des soft skills premiers, et c'est un effort de quasiment que c'est pas un effort, mais c'est un discours que je tiens vis-à-vis de mes collaborateurs, c'est plutôt qu'ils s'indignent de quelque chose qui ne se fait pas, je leur pose plutôt la question, mais qu'est-ce que tu aurais dû faire pour que ça n'arrive pas ? Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que ça n'arrive pas ? Et puis leur donner les moyens de le changer, quoi. Par la suite, de travailler avec eux pour leur donner les moyens ou pour leur faire prendre conscience que c'est peut-être la réponse, elle vient peut-être d'eux directement. Ouais, souvent. C'est une bonne question aussi. Je la poserai aux prochains invités. Christophe, Sébastien, merci énormément pour votre temps. Merci. Et puis à très bientôt sur le podcast. Merci, avec plaisir. Avec plaisir. Et longue vie à Gilles comme un panda. C'est gentil. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie d'être aussi nombreux en cette 2e saison. J'espère que ce double épisode vous a plu. À bientôt pour le prochain épisode. On se tape dessus. En fait, on a prévu des cérémonies pour le faire. Agile.